Bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs, et ici Télévision. J'accueille avec plaisir aujourd'hui Madame Sonia Alain, auteure de plus d'une vingtaine de romans. Elle écrit dans plusieurs genres littéraires fantastiques, thrillers, historiques et contemporains. Elle a été pendant plusieurs années éducatrice dans un centre de la petite enfance, puis chargée de cours au collège Édouard Montpetit, finalement formatrice. Elle a également été chroniqueuse littéraire pour différents médias. Son premier roman a été publié en 2009. Plusieurs de ses séries ont été rééditées. Certains de ses livres ont été publiés en Europe. Et depuis quelques années, elle donne également des conférences en lien avec son écriture un peu partout au Québec. Parmi ses derniers livres publiés, on cite Le bourreau des cœurs, Les secrets d'un monarque énigmatique, puis Le destin de Cléopâtre, un amour envoûtant au cœur de l'Égypte ancienne, publiés tous deux aux éditions Béliveau en 2024. Alors, Madame Sonia Alain, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci, bonjour à vous tous et à vous aussi. Ça fait plaisir. Alors, les livres sont là avec moi, là. Alors, on va commencer par lui, là, Le bourreau des cœurs. Le roi Henri VIII, mesdames et messieurs. J'ai apprécié ma lecture. D'abord, j'ai été informé, là. J'étais comme instruit là, de cette lecture sur ce roi et qui a été dans une histoire de grand amour, on va dire, avec Catherine d'Aragon. Et puis, un livre que vous dédiez, Madame Alain, à toutes les femmes qui, jour après jour, depuis l'aube des temps, ont fait de leur époque un monde meilleur. Alors, là, ça me mène à cette question. Pour son histoire avec Catherine d'Aragon, quel rôle a justement joué Catherine d'Aragon dans la vie de ce roi, justement? En fait, Catherine était une personne très chevronnée au niveau de la politique, entre autres. Elle avait été instruite très jeune dans ce domaine-là, ce que Henri n'avait pas, parce qu'il était le second fils. Donc, il n'avait pas eu ce même bagage que Catherine. Alors, à ce niveau-là, elle était en mesure de lui enseigner beaucoup de choses, un petit peu les revers de la cour aussi, tout ce qui se joue derrière et tout ça. Donc, à ce niveau-là, elle était beaucoup plus instruite que lui, donc un bon guide à ce niveau-là, en plus d'être son épouse, là. Très bien. Alors, bon, en ce qui a trait à son trait de caractère, ou ses traits de caractère à ce roi-là, et son passage d'une vie enjouée à une vie dépensière, ou d'une vie dépensière carrément à une vie de despote, là, parce que lui, il s'est transformé. Il est devenu despote à la fin. Est-ce que cela, c'est dû principalement au fait qu'il voulait un héritier qui soit un garçon, là, un fils? Est-ce que c'était dû principalement à ça, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? C'était un des points principaux, vraiment, je dirais le point principal. Mais il y a beaucoup aussi, on suspecte qu'il y a beaucoup aussi la maladie, des blessures qu'il a eues lors de joutes aussi, qui se sont envenimées, des blessures donc qui se sont envenimées, une maladie qui s'est installée, tout ça. Donc on suspecte différents domaine à ce niveau-là, mais c'était principalement à la base parce qu'il voulait absolument un fils pour consolider son trône. Parfait. Puis, on sent dans ce livre, je dirais, la résilience de Catherine d'Aragon, parce que là, elle a souffert avec lui, vraiment. Et puis, il y avait même eu la tentative de ce roi, carrément, de annuler son mariage avec elle. On le voit là à la page 265, lorsqu'il rencontre là je veux dire quelqu'un de l'Église. Il lui dit une veuve ne peut pas épouser son beau-frère. Et puis donc j'imagine que bon, c'est quelque chose là je ne sais pas s'il l'invente ou s'il dit vrai, mais pour quelle raison dans le fond est-ce qu'il veut annuler son mariage? Est-ce que c'est toujours pour la même raison qu'elle lui a pas donné de fils, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres raisons? C'était principalement parce qu'elle ne lui a pas donné de fils viable. Donc, oui, ils ont eu un fils, mais il est décédé pas très longtemps après la naissance. Donc, c'était principalement ça parce qu'il avait un attachement
pour Catherine d'Aragon. C'est d'ailleurs une de ces femmes avec qui il a eu un plus grand attachement. Oui. Donc, c'était vraiment pas à la base de gaieté de cœur, mais son désir d'avoir un fils à tout prix a pris le pas sur tout autre sentiment. Donc, c'est pour ça qu'il voulait absolument qu'il trouve le moyen de se débarrasser vraiment Oui. de Catherine d'Aragon pour pouvoir épouser une autre femme et avoir une chance, cette fois-ci, d'avoir un fils. Puis il paraît qu'il avait plusieurs épouses, 6, non? Ou bien il avait juste eu 6. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces épouses en général? Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces dames? En fait, certaines ont été moins chanceuses que d'autres. Deux ont eu la tête tranchée. Catherine a eu le divorce, la séparation, on veut dire. Une autre est décédée tout simplement et je vous dirais que c'est vraiment la dernière qui s'en est sortie un meilleur compte parce que c'est lui qui est décédé avant qu'il arrive quoi que ce soit ou avant elle. Donc, c'est 6 femmes qui ont connu des sorts assez pathétiques, assez difficiles, des tristes, là. C'est ça. Puis, d'entre ces 6 femmes, est-ce que c'était des épouses ou des rivales? Parce que là, il me semble qu'avec la lecture, il y avait Marie qui était une vraie rivale, non? Bien, en fait, Catherine étant la première femme, elle n'avait pas de rivale à la base. Leur mariage a duré de nombreuses années. C'est celui qui a duré le plus longtemps. Mais c'est lorsqu'est arrivée Anne Boleyn, dont la famille était assoiffée de pouvoir aussi. Et donc, il y a eu des jeux de pouvoir, tout ça, de séduction. Et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé le moyen de se séparer de Catherine pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Oui, et exact. donc, Anne étant la deuxième, et ça n'a pas duré longtemps, là, parce que, bon, tout Oui, a déballé après, là, aussi. C'était court, exactement. Oui. Alors, très bien, on va faire une pause et on va revenir, mesdames et messieurs. J'accueille Madame Sonia Alain à l'occasion de la parution de ces 2 livres-là, Le bourreau des cœurs et Le destin de Cléopâtre. On va continuer la conversation, mesdames et messieurs, et on vous revient dans les prochaines minutes, toujours chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Restez avec nous, on vous revient. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs, j'accueille Madame Sonia Alain pour parler, littérature pour parler de ces 2 livres. On a commencé par Le bourreau des cœurs, les secrets d'un monarque énigmatique, le roi Henri, qui avait vécu en Angleterre. Là. Là, je vais aller à cette page-là, Madame Alain, page 316. Elle dit à sa rivale, « Quoi que vous maniganciez, sachez que le cœur du roi m'appartient pour toujours. Vous n'êtes qu'une putain, peu importe ce que vous cherchiez à faire croire. Dès que Henri se sera lassé de vous, qu'il ne sera plus ensorcelé par vos charmes, il vous rejettera, que vous soyez parvenu à devenir reine ou non, votre chute n'en sera que plus vertigineuse. » Bon, alors c'était une cour pas comme les autres, mais il y avait beaucoup de jalousie là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement? Parce que moi j'ai trouvé ce passage-là vraiment très très fort. Oui, en fait, c'est que pour Catherine d'Aragon et pour une grande partie de la population, parce qu'il faut savoir que Catherine d'Aragon avait la sympathie du public, alors que Anne Boleyn était détestée par l'ensemble des habitants à ce moment-là du royaume. Donc pour Catherine d'Aragon et une grande partie de la population, elle est toujours demeurée la seule et unique reine légitime. Et la seule de ce qu'on sait, que Henri est vraiment profondément aimé à la base. Donc, Anne Boleyn avait fait beaucoup de manigances et ce qui fait que c'est vraiment la réflexion que ce que vous venez de lire, c'est vraiment, ça reflète en fait la réalité d'à ce moment-là. Puis, parce que pour elle, c'était une maîtresse, Anne Boleyn, parce qu'elle restait quoi qu'il se soit passé selon les yeux de l'Église, du Dieu,
elle restait l'unique et seule femme reine d'Angleterre. Exactement. Alors, bon, Henri, c'est-à-dire qu'il a eu un fils légitime, là, on va le dire. C'est mentionné, il n'a pas eu d'enfant avec ses 3 dernières épouses, mais son fils illégitime, Henri, fils du roi, Oui, qui meurt en 1536, et cette perte lui cause une vraie dégradation morale oui. et physique, et un immense chagrin. Il va mourir triste, là, c'est ça. Oui, bien, en fait, les 3 fils qu'il a eus sont décédés tous un après l'autre. Donc, c'est pour lui, ça a resté toujours une plaie à vif qui a jamais pu passer outre cette douleur-là de perdre les fils qu'il a eus, les perdre les uns après les autres comme ça, et qui meurent sans qu'il y ait vraiment de réelle descendance Oui, pour perpétuer le nom des Tudors, là. exactement. Alors là, on va retenir ce titre, mesdames et messieurs, Le bourreau des cœurs de mon invité de ce jeudi chez Agora. Ici Télévision, un titre à retenir et un livre à lire. Mesdames et messieurs, bon, ben, on va passer à l'autre de toujours mon invité Sonia Alain, Le destin de Cléopâtre. Alors là, on pose la question jusqu'où ira Cléopâtre pour sauver son royaume. C'est un amour envoûtant au cœur de l'Égypte ancienne. Alors là, ma question à propos, ma première question à propos justement de ce livre, c'est cette histoire d'amour avec ce consul de Rome qui s'appelait Jules César. Mais quelle magnifique histoire. Mais lui, quand il a appris qu'elle a fui à l'âge de 21 ans, il a exigé son retour. Oui, en fait, César, à la base, ce qu'il voulait, comme tous les Romains, c'était conquérir l'Égypte parce que l'Égypte était très garnie au niveau de leurs grains, de semences et tout. Donc, c'était un grenier à lequel s'alimenter pour Rome. Alors, c'est sûr que lui, à la base, il voulait avoir toutes les personnes qui étaient susceptibles d'intervenir ou d'interagir pour l'Égypte. Et Cléopâtre donc gouvernait normalement l'Égypte avec son frère. Donc, ils Oui, devaient être les deux, normalement, qui gouvernaient en même temps. Alors, c'est sûr que pour lui, c'était important euh, que, que Cléopâtre soit présente là, au moment de sa venue. Donc, d'où exact. le mandat pour lui dire, ben, vous devez venir et me rencontrer. Vous devez retourner là. Puis Ouais. l'accent dans ce livre, elle est mise beaucoup aussi sur la résilience de Cléopâtre, parce que d'après son caractère, c'est une femme envoûtante et forte là, mais on sent à Mhm. la lecture qu'elle est complètement envoûtée par cet amour avec Jules César, et parfois j'ai eu même l'impression qu'elle est un peu faible devant lui. Mais est-ce qu'on peut parler dans le fond d'une grande histoire d'amour entre eux? Oui, vraiment, en fait, on parle souvent de Marc-Antoine, l'amour de Cléopâtre, mais à la base, ça a été beaucoup plus Jules César, Oui, beaucoup plus de points communs. Elles ont eu une longue histoire ensemble et il y avait vraiment un amour profond, en fait, du côté de Cléopâtre. Et ce on suppose, c'est énormément aussi du côté de Jules César, qui était prêt lui aussi à faire tout ce qu'il faut pour la prendre pour femme légitime aussi. oui, Donc, et elle était un petit peu prise entre cet amour pour Jules César et la réalité que elle voulait protéger son peuple, elle voulait protéger l'Égypte de Rome. exact. Donc, elle est un petit peu prise entre l'écorce et le boulot, si on peut dire, et elle a un peu été toujours déchirée entre les deux aussi, là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la mort de Jules César, il a été tué par les siens, Mhm. lui. Mais à sa mort, c'est-à-dire qu'on lui a même conseillé de ne pas être présente là dans les obsèques. J'ose présumer qu'elle n'a pas été présente. Puis son retour en Égypte, là, c'est extraordinaire. Et puis là, dans le livre, on mentionne qu'elle avait vécu après une situation qui est identique à la divinité. Mais ça, c'est extraordinaire. Oui. Ben, en fait, elle a dû fuir Rome parce que pour les Romains, elle était en partie responsable de la débâcle et de la mort de César. Donc, c'est pour ça qu'elle a dû fuir rapidement et ne pas assister aux obsèques. Et vraiment, c'est qu'une fois revenue en Égypte, elle avait, et c'est la réalité de ce moment-là, elle avait éliminé
tous ses rivaux aussi, tout ce qui pouvait nuire. C'était la seule reine qui vraiment avait appris la langue du peuple. Donc, elle était adulée par son peuple et c'est un petit peu pour ça, son règne par la suite a été, si ça n'avait été que de Rome qui s'en mêlait toujours et qui revenait à la sur charge, ça. elle a eu un très beau règne là, pour son peuple là, à ce Pour son niveau-là. peuple, justement. Alors, un livre à lire, mesdames et messieurs, Le destin de Cléopâtre, de notre invitée Sonia Alain. Très bien, alors on fait une pause, mesdames et messieurs, et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours avec notre invitée Sonia Alain. Bon, ben, on va continuer sur le destin de Cléopâtre, là. Alors, bon, il y a beaucoup de passages qui sont intéressants. Là, je vais aller à la page 188. Là, c'est toujours... Là, on est avec Jules César, là, et Cléopâtre. Alors, ne laisse pas les Romains détruire le royaume, lâche-t-il. L'Égypte est le centre de la Méditerranée, un exemple de raffinement, d'architecture et de richesse. Tu dois la préserver, quoi qu'il en coûte. Cléopâtre ouvrit la bouche pour parler, puis la referma, ne sachant que répondre. César posa un doigt sur le velouté de ses lèvres. Il n'y a rien à ajouter. Garde seulement cet avertissement en mémoire. Alors, Jules César qui met en garde même Cléopâtre là, pour que les ennemis là, qui sont ces soldats-là ne rentrent pas. Alors là, c'est fascinant. Là. Oui, en fait, il était émerveillé, il était fasciné par la splendeur de ce royaume-là. Et s'il voulait aussi prendre Cléopâtre pour épouse, c'est qu'il voulait aussi également ramener toute cette richesse, cette connaissance, ce raffinement. Il voulait le ramener à Rome également. Et Oui. c'est une des raisons pour lesquelles il a été assassiné aussi. Donc, pour lui, l'Égypte et tout ce royaume-là, le royaume égyptien, Cléopâtre, tout ce raffinement-là, donc c'était vraiment pour lui, c'était le summum à atteindre. Puis j'ai eu l'impression aussi, avec la lecture, que Jules César, peut-être c'est une impression là, subjective, qu'il rêvait de tomber amoureux d'une reine, quelque part. Est-ce que c'était un rêve qui lui tenait à cœur? En fait, c'est que lorsqu'ils ont fait leur voyage sur le Nil, il a été ébloui par la reconnaissance, un peu le volet divin qui entourait Cléopâtre. Et il se sentait un peu inclus lui-même à travers ce volet-là, à travers cette divinité-là. Et bon, ben, ça le grandi comme dans son esprit, donc il voulait lui aussi atteindre cette divinité-là d'une certaine façon. Donc, oui, c'était pour lui s'unir à Cléopâtre à ce moment-là, il deviendrait le couple, ce qu'il y avait de plus merveilleux dans tout le royaume et autour de la Méditerranée. C'était le summum à atteindre, là. Oui, alors comme mentionné avant, donc il n'y avait pas eu d'effusion de sang et Cléopâtre, elle est retournée. Et puis, donc, il y avait la sagesse à ce niveau dans ce livre. Permettez-moi juste de parler des genres littéraires qui vous passionnent, Madame Sonia Alain. Est-ce que la touche de l'histoire, elle est souvent, donc je vais dire le créneau, le vecteur qui vous passionne pour écrire justement sur le cheminement de personnes qui sont célèbres, là, comme Cléopâtre ou comme les rois, les reines. Est-ce qu'on peut qualifier justement ce roman, ainsi que Le Bourreau des cœurs, de roman historique, là, carrément? Oui, ces deux-là particulièrement parce que c'est vraiment le fil de la vie de ces personnages-là. C'est certain que moi, j'ai tout inventé là, un peu les discussions là, qui inventent les personnages, mais en restant toujours quand même fidèle à la personnalité de ce qu'on savait et tous les récits, donc tous les événements sont réels. Donc oui, à ce moment-là, c'est vraiment un roman d'époque, un roman historique fidèle à ce qu'a été leur vie à ces deux personnages-là. Là. Mais ce n'est pas une tâche facile, parce que là, il y a un avertissement, une note de l'auteur au début, là,
qui est très pertinente à mentionner. Ce livre est une œuvre de fiction. Il ne s'agit pas d'une biographie, donc il ne s'agit pas carrément d'une biographie. Mais toutefois, les événements sont tirés de faits historiques et plusieurs personnages sont réels. C'est-à-dire qu'on tire de faits historiques, mais la fiction n'a pas un grand rôle. Mais si elle est utilisée, c'est juste pour intensifier un petit peu le suspense. Oui, exactement. Je fais toujours énormément de recherches avant de commencer mes romans, que ce soit des romans plus purs, historiques, comme ces deux romans-là, ou mes autres romans historiques que j'ai écrits. Donc, pour moi, de relater les faits le plus réellement possible, c'est important pour moi. Donc, je fais toujours beaucoup de recherches. Mais surtout dans le cas de Cléopâtre, c'est pas toujours évident parce que les récits qu'on a sont le point de vue des Romains, donc des conquérants, ceux qui détestaient Cléopâtre. Donc, c'est pour ça aussi que j'écris dans le roman qu'il y a des faits, il y avait beaucoup d'événements que même les historiens ne peuvent pas s'entendre si c'est vraiment ce qui s'est passé ou non. Donc, c'est pour ça que j'écris que j'essaie d'être le plus exact possible selon ce qui est disponible et qu'on connaît, là. Mais c'est un roman qui transcende les époques, comme c'est mentionné ici dans London, ainsi que dans l'autre, Le Bourreau des cœurs. Puis j'imagine aussi que finalement, il y a un point d'intersection, c'est que vous vous intéressez aussi au cheminement des rois ou des reines, mais surtout aussi une empathie pour les femmes qui ont été résilientes, parce que aussi Cléopâtre, comme reine, était très résiliente aussi. Oui, et pour moi, c'est des personnages qui sont à découvrir. Ce sont des femmes merveilleuses, énigmatiques, qui ont porté tout le poids du monde sur leur épaule d'une certaine façon et qui avaient un cœur et une détermination, mais une résilience aussi en même temps. Donc, elles me fascinent, ces femmes-là, et je pense que c'est ce qui ressort un peu à l'écriture de mes romans, là. Très bien. Alors, le destin de Cléopâtre, un amour envoûtant au cœur de l'Égypte ancienne, mesdames et messieurs, chez Béliveau, éditeur, de Sonia Alain, puis finalement Le Bourreau des cœurs, les secrets d'un monarque énigmatique, toujours chez Béliveau, éditeur. À lire, à conseiller, là, vraiment à conseiller. Donc, il reste 40 secondes. Quelques mots, Madame Alain, sur vos prochains projets d'écriture. J'ai un roman qui est sorti un petit peu en même temps que ceux-ci, là, vers la fin novembre, qui était sur les Vikings, qui est l'étrangère. Donc, ça aussi, c'est une façon intéressante de découvrir l'époque viking, voir tout ce qui se passait à ces années-là. Puis, j'ai d'autres romans là, d'époque qui s'en viennent aussi, 2025 et 2026, oui. Très bien, parfait. Alors, parfait, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Madame Alain, d'avoir répondu à notre invitation. Merci ça fait plaisir. Auteur de Le Bourreau des cœurs, mesdames et messieurs, et le destin de Cléopâtre que voici. Merci de votre continuel intérêt, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous chez Agora, jeudi prochain. Au revoir.